c'est de loin l'une des transformations les plus spectaculaires que j'ai jamais vues. Je me tiens sur une mine abandonnée et un propriétaire l'a vue et a pensé « Ah, des fleurs sauvages !» Accompagnez-moi pour découvrir comment un propriétaire, aidé d'un spécialiste, a transformé une montagne de rochers en habitat indigène florissant, sauvant ainsi la vie de leurs voisins en aval. C'était autrefois El Rancho Cima appartenant aux scouts et cela couvrait 1000 acres. Lorsque les scouts l'ont vendu en parcelles, tout a été vendu sauf ce terrain de 11 acres en friche. C'était le terrain restant. Il y a 22 lots ici sur 500 acres. C'était le seul que personne ne voulait, car ils ignoraient quoi en faire. Que fait un propriétaire foncier avec 11 acres de rochers? Nous savions que quelque chose pouvait pousser, il suffisait d'y investir de l'argent, du temps et des efforts. À quoi ressemble cette terre aujourd'hui par rapport au premier jour où vous êtes arrivé ici? Voici Mike, il est le PDG et fondateur. Quand nous sommes arrivés ici pour la première fois, c'était complètement stérile. Les clients affirment qu'il n'y avait qu'une seule plante qui poussait dans la carrière de Kalish. Ici, il y avait des genévriers, mais presque rien d'autre. Et je pouvais le voir, parce que j'ai vu beaucoup de terrains dans la région des collines où presque aucune eau ne pouvait s'infiltrer. Parce que les pentes étaient tellement raides, c'était tellement rocheux, et il y avait si peu de végétation herbacée que tout ce qui n'était pas ralenti par les genévriers s'écoulait simplement sur le terrain et on pouvait voir différents points d'érosion. Et donc maintenant, la différence c'est que là où nous avons travaillé, il y a beaucoup plus de couverture. Donc cela signifie que la pluie, au lieu de tomber directement sur le sol, atterrit plus doucement, puis elle suit les canaux racinaires pour pénétrer dans le sol. Et bien sûr, cela crée une boucle de rétroaction qui aide davantage de plantes à pousser. Et les travaux de terrassement eux-mêmes ralentissent l'eau. Donc, vous savez, entre 100 000 et 200 000 gallons d'eau à chaque fois qu'il pleut 1 pouce ou plus s'infiltrent maintenant dans le sol ici. Avec le temps, nous observons davantage de biodiversité, d'insectes, d'animaux sauvages et d'arbres ligneux, parfois de façon surprenante. Les rivières, c'est ce que nous faisons au milieu de l'été au Texas. Les familles, les étudiants, nous allons tous sur la rivière, nous prenons des bouées, nous descendons le courant, c'est comme ça que nous supportons la chaleur. Ou sur la Guadeloupe, j'ai fait du bénévolat il y a 2 ans pour l'équipe de mon ami, où ils ont participé au Texas Water Safari, tout le long jusqu'à Sea Drift sur la côte. Les rivières font partie intégrante de notre identité en tant que Texan, surtout ici au centre du Texas. En tant que Texan de naissance, que représentent ces systèmes fluviaux pour vous, et que pensez-vous qu'ils représentent pour vos voisins? Mec, les rivières sont tellement importantes. Il fait tellement chaud et sec ici. Pouvoir descendre à la rivière et profiter simplement de cette eau qui coule librement, c'est l'une des seules façons de survivre à l'été, et ça rend vraiment la chose agréable. La faune, bien sûr, reste toujours près de la rivière et s'approvisionne en eau à partir de la rivière. J'ai l'impression d'absorber et de ressentir une partie du stress des systèmes naturels qui m'entourent, et quand il n'a pas plu depuis longtemps, je commence à sentir une sorte de tension monter en moi. Quand tout va bien, qu'il a beaucoup plu et que les oiseaux chantent, c'est comme si je me sentais insouciant, comme « ouais, la vie est belle, tu vois ». Mais maintenant, les rivières sont un rappel douloureux de la tragédie. Ce que nous voyons est stupéfiant. La 4e inondation la plus meurtrière du Texas. Les autorités disent qu'il y a encore 166 personnes portées disparues. Le 4 juillet 2025, la rivière a emporté des campeurs et des familles littéralement hors de leur lit, sur des kilomètres en aval, au beau milieu de la nuit, sans aucun avertissement. La Guadeloupe s'est montée de 9 mètres en 2 heures. Des ponts ont été arrachés de leurs amarres, des maisons transformées en tas de débris, jusqu'à ce que les rapides les engloutissent complètement. Des camions de 3/4 de tonnes ont été ensevelis sous 6 mètres de sédiments. Lorsque la pluie tombe du ciel et rebondit sur cette matière, elle forme un petit filet d'eau, et ce filet rejoint un autre filet, puis un autre, et finalement, on obtient un torrent déchaîné qui coule sur la roche nue. Qu'est-ce que le calichy? Donc le calichy est comme un état intermédiaire entre le calcaire dur et le sol. Je le considère comme du calcaire en train de se transformer en sol. Il est en chemin, mais il n'y est pas encore. C'est essentiellement du calcium pur, c'est juste de la craie. Alors disons qu'une centaine de litres d'eau de pluie tombe à cet endroit. Combien de ces litres pénétreraient réellement dans le sol? Je veux dire, j'aurais tendance à dire que c'était probablement peut-être 10%. Maintenant, imagine que tu es la pluie. Tu tombes sur le toit, tu descends la gouttière et tu dévales cette colline jusqu'à ce que tu arrives ici. Comment la plantation de fleurs sauvages et d'herbes, ainsi que la succession écologique, influent-elles sur l'infiltration de l'eau dans le sol? Que se passe-t-il? Si elle tombe sur une herbe indigène, la pluie atterrit maintenant sur quelque chose qui peut l'amortir. La façon dont fonctionnent les herbes, c'est qu'elles canalisent donc cette eau jusqu'à leur système racinaire, et donc maintenant elle a un chemin à suivre pour pénétrer dans le sol.
Quand il y a de la litière et des feuilles autour, cela sert de coussin et de paillis naturel, protégeant le sol et facilitant l'infiltration de l'eau. Il va aussi y avoir de la vie microbienne dans le sol qui peut absorber cette eau et la retenir. Donc c'est en gros comme un vase, ou presque, ou un entonnoir, et ça essaie d'amener l'eau de pluie vers son propre système racinaire. Oui, c'est comme un petit entonnoir qui capte tout. J'aime ta façon de le décrire. Ce qui a commencé par ressembler au Red Bull Flugtag se transforme en une flaque d'eau ennuyeuse. Cette seule rigole retient des dizaines de milliers de litres d'eau. Un pied de rigole, juste cette quantité, retient 18 gallons, plus tout ce qui peut s'infiltrer. C'est exact, et c'est une rigole de 3 mètres de large, donc cela fait une surface totale de 6 mètres. Vous mesurez la ligne de contour ou plate sur la colline, creusez 3 mètres en amont et empilez la terre 3 mètres en aval, jusqu'à 45 cm maximum. C'est une question de différence entre le niveau de départ et la profondeur du sol, car parfois la profondeur n'est tout simplement pas suffisante. Mais si vous ne dépassez pas 45 cm, alors ce sera toujours possible de tondre, vous savez. Je pense que beaucoup de gens creusent leurs baissières comme des tranchées, et je pense que cela peut poser problème à certains égards. Ce n'est pas mauvais ou incorrect. C'est bien, vous obtenez plus de capacité de cette façon, mais vous pourriez rencontrer certains défis de gestion. À mesure que l'eau s'accumule, elle s'excite car on est au déversoir et elle pense pouvoir prendre plus d'élan. Et elle commence à descendre le déversoir jusqu'à ce qu'elle atteigne cette autre rigole, et c'est une autre flaque d'eau ennuyeuse. Construisons un modèle pour que ce soit plus clair. Le centre de cette image, c'est la maison, qui se trouve en haut de la colline. Et si l'eau tombe du côté gauche, vous voyez l'eau dévaler le paysage. Au lieu de descendre tout droit la colline, elle s'incurve et coule latéralement le long du flanc, se déverse vers le bas puis zigzague dans la direction opposée. D'après ce que vous savez du 4 juillet, comment la pluie s'est-elle répartie? Oui, c'était presque comme 2 fourches vraiment intenses, et l'une d'elles était à l'ouest de Kerrville, c'est pourquoi Kerrville a été si durement touchée, et l'autre était au nord-ouest d'Austin. Et c'est pourquoi la rivière San Gabriel a vraiment beaucoup débordé. Juste entre les deux, au milieu de ces 2 fourches, sur la rivière Blanco et sur la rivière Pedernales, c'était moins mais suffisant pour faire monter les rivières et remplir certains lacs des hautes terres, sans provoquer d'inondations dévastatrices. Même si la plupart des pluies lors des inondations du 4 juillet ne sont pas tombées ici, voici Adam Russell, il est designer et constructeur. Et si c'était l'épicentre? Et si 45 cm de pluie tombaient en 24 heures ici? Que fera ce système que vous avez tous contribué à créer? Eh bien, tous nos systèmes sont conçus pour déborder en anticipant des inondations historiques, donc nos déversoirs sont très larges, de 3 à 6 mètres de large, avec un seuil de déversement de niveau. Ainsi, lorsque cela déborde, l'eau s'écoule dans des herbes indigènes afin de ne pas provoquer davantage d'érosion. Et partout où ça déborde, il y a une autre digue, un bassin de rétention, une digue de branchage ou un autre obstacle pour continuer à ralentir le flux. Ainsi, toute cette colline deviendra une éponge de 4 hectares pour freiner ce déluge, en ralentir l'impact, capter des centaines de milliers de litres et permettre à cette eau de s'infiltrer pendant les 48 heures suivantes, retirant ainsi toute cette eau de l'équation lors de cet événement d'inondation de quelques heures. Donc, rien que sur cette propriété, vous avez retenu des centaines de milliers de litres d'eau qui n'emportent plus les gens hors de leur lit en pleine nuit. Exactement. Maintenant, nous avons cet avantage supplémentaire. Non seulement cela n'a pas aggravé l'inondation, mais en plus, nous avons cette percolation lente, cette irrigation goutte à goutte de toute la colline sur 2 côtés du sommet du bassin versant. Elle s'écoule vers la Upper Guadalupe d'un côté et vers la Blanco de l'autre. Nous avons désormais une irrigation goutte à goutte sur tout le bassin versant pour une durée indéterminée, dépendant des précipitations. Lorsque j'ai visité la propriété, il n'avait pas plu depuis juillet, et pourtant, en haut de la propriété, nous avons trouvé 3 sources différentes. C'est de l'eau qui sort du calcaire, 3 mois après la dernière pluie. Nous ne pouvons pas garantir que l'eau atteindra la nappe phréatique, mais elle est assurément bénéfique pour les plantes. Et là où nous avons des plantes, nous absorbons les eaux de crue, et là où nous absorbons les eaux de crue, nous sauvons des vies. Cette terre alimente 2 bassins versants car elle fait partie de l'épine dorsale du diable, l'une des zones de recharge les plus importantes pour la nappe phréatique Edwards. Quand la pluie tombe sur ces crêtes, elle ne ruisselle pas en bas en emportant des sédiments et en menaçant vies et biens. Elle s'infiltre plutôt dans le calcaire, glisse dans les fissures et voyage dans les grottes. Avec le temps, elle alimente la nappe phréatique Edwards, la nappe qui fournit l'eau souterraine du centre du Texas, et elle commence à manquer d'eau. Le niveau des puits baisse. Des sources qui coulaient autrefois toute l'année s'assèchent.
Et avec des milliers de personnes qui s'installent chaque mois dans le centre du Texas, la pression sur la nappe phréatique ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi des endroits comme l'Épine du Diable sont si importants. Même si c'est une route magnifique, ce n'est pas censé être juste une route ou un endroit avec un nom sympa. C'est un réservoir d'eau vivant. Chaque goutte qui ne ruisselle pas lors d'une inondation s'infiltre dans le sol et le calcaire. Si nous faisons cela régulièrement, nous rechargeons la nappe phréatique, ce qui maintient l'eau au robinet et préserve nos sources, permettant de conserver notre qualité de vie. Lorsque nous améliorons la terre sur l'épine dorsale, nous ne faisons pas que restaurer une mine de 11 acres, nous défendons l'avenir de millions de personnes qui vivent en aval. Que devrait comprendre le Texan moyen sur le lien entre la gestion des terres et de l'eau en amont et son impact sur les personnes en aval? Nous recevons en moyenne 36 pouces de pluie, ce qui équivaut à la quantité de précipitations de Seattle, que l'on considère comme l'un des endroits les plus humides, ou d'autres régions du nord-ouest du Pacifique. Nous la recevons de façon irrégulière. Parfois, s'il tombe 20 pouces en 24 heures. En période de sécheresse, nous devons anticiper la prochaine grosse pluie, qui arrivera tôt ou tard. Comment y parvenir? Nous réduisons le compactage, réalisons des terrassements, des bermes de broussailles et veillons à ce que le sol soit couvert de toute végétation possible. Toute végétation est préférable à l'absence de végétation. Vous pouvez même construire de petites bermes avec des pierres. Vous pouvez faire des écailles de poisson ou des baignoires, vous savez, toutes ces différentes techniques, n'est-ce pas? Et toutes ces méthodes ont fait leurs preuves au fil du temps. Ainsi, en le faisant en hauteur, vous aidez votre voisin en contrebas à éviter les inondations, favoriser l'infiltration et la recharge des sources, et contribuer à l'écoulement des rivières et à la recharge des nappes phréatiques. Donc nous assumons vraiment cette responsabilité personnelle pour le bien public et nous rejoignons notre communauté en tant que leader. Imaginez si cette zone avait des fossés comme celui-ci, tout le long d'ici jusqu'au lac Canyon. Voici donc un bon angle où vous pouvez voir que ce fossé capte l'eau de toute cette colline. Voici Chris Jones, directeur de la recherche et du développement. Va lentement la déposer dans cette zone de l'étang. Et vous savez, nous n'avons pas eu beaucoup de pluie cette année, mais lorsqu'il y aura un gros épisode pluvieux, cette propriété sera capable de le gérer et d'en tirer profit. Alors que beaucoup de gens, malheureusement parce que le sol est dégradé, que l'écologie n'est pas intacte, lorsqu'il y a beaucoup de pluie, c'est peut-être l'une des pires choses qui puissent arriver, parce que cela va emporter les quelques nutriments qu'il reste. Vous savez, en ce moment, je pense que nous sommes dans une phase de préparation pour l'année inévitable où nous aurons un épisode de pluie de type inondation. C'est de loin l'une des transformations les plus spectaculaires que j'ai jamais vues, du point de vue de la restauration des terres. Je suis enthousiaste d'utiliser cela comme étude de cas pour comprendre nos réussites ici et comment tout s'est assemblé, afin de pouvoir le reproduire. Parce que passer de là où nous étions à là où nous en sommes maintenant en si peu de temps, si on peut faire ça à chaque fois, c'est vraiment un coup de maître. Personne d'autre n'obtient ces résultats au Texas actuellement. Les avantages d'un système comme celui-ci lors d'inondations ne sont pas hypothétiques. Nous avons eu des inondations dévastatrices au centre du Texas le 4 juillet, et cette propriété, je crois, est reliée au lac Canyon et finit par rejoindre la Guadeloupe. Oui, et j'y pensais. Comment aurions-nous pu aider à prévenir ces inondations? Et bien sûr, il faut travailler des années à l'avance à très grande échelle pour y parvenir. Donc malheureusement, Symbiosis, en tant qu'entreprise de 22 personnes, nous ne sommes pas encore capables d'avoir un impact assez important pour faire cela. Mais si l'argent n'était pas un problème, et si nous avions les personnes nécessaires et que nous pouvions travailler, disons, sur 100 000 acres dans le bassin versant de la Guadeloupe, je n'ai aucun doute que nous pourrions avoir un impact sur les inondations ainsi que sur la recharge des aquifères de manière positive et aider la terre à devenir plus fertile, donc plus productive pour les éleveurs et les agriculteurs, et ainsi nous pourrions contribuer à sécuriser notre approvisionnement alimentaire et à rendre la région plus biodiversifiée également. Donc il y a tous les services écosystémiques, il y a la séquestration du carbone, donc il y a aussi beaucoup d'entreprises maintenant qui dépensent de l'argent pour les services écosystémiques et la séquestration du carbone. Un marché émerge pour que les entreprises compensent leurs impacts négatifs. Nous abordons vraiment beaucoup de choses à la fois avec ces solutions, et elles sont assez simples une fois qu'on les comprend, et elles ont aussi fait leurs preuves avec le temps. En fait, ce n'est pas vraiment nouveau, ce sont des pratiques de gestion des terres que les gens connaissent depuis longtemps. La différence de Rand, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie et l'équipement, nous pouvons le faire plus vite et à grande échelle. Cela peut être nuisible ou bénéfique selon l'utilisation. Combien de personnes viennent dans cette région? Nous restons l'une des régions à la croissance la plus rapide, Austin étant parmi les endroits qui se développent le plus aux États-Unis. C'est très intéressant de voir combien de personnes s'installent ici depuis les côtes Est et Ouest.
Et dès qu'ils arrivent ici, ils nous appellent. Parce que dans certains cas, surtout les gens qui viennent de Californie, ils ont vu à quel point la situation peut devenir difficile, en ce qui concerne la sécheresse, le manque d'eau et ce genre de choses. Donc parmi les premières choses qu'ils font, c'est construire une citerne pour récupérer l'eau de pluie. Puis ils commencent à prendre soin de leur terrain. Beaucoup de gens disent « Oh oui, les Californiens ruinent le Texas », mais ceux que j'ai rencontrés semblent avoir une éthique assez bonne en matière de gestion des terres. Probablement parce que leurs maisons sur les collines ont été détruites ou brûlées. Il est donc dans leur intérêt de prendre soin de la terre, car elle prend soin d'eux. Oui, je pense que quand on a vécu ce qui peut arriver si on ne prend pas soin de la terre, on est plutôt motivé à le faire. Peu importe vos convictions politiques, peu importe le genre de famille dans laquelle vous avez grandi ou toutes ces choses différentes, chacun peut choisir à tout moment d'être un bon gardien de la terre ou de mener une vie sans souci de préservation. Soudain, avoir une révélation et choisir. C'est cela que je veux pour ma vie. Que se passerait-il si de nombreux propriétaires fonciers dans le même bassin versant mettaient tous en place des systèmes comme celui-ci, en pensant spécifiquement à ce qui s'est passé le 4 juillet? Ça aiderait, tu sais, peut-on quantifier exactement combien dans le pied-gallon? On peut consacrer du temps et des efforts à recueillir ces données, mais on sait que ça aidera. Tout ce que vous faites pour ralentir l'eau, la retenir sur le flanc de la colline par n'importe quelle méthode sera bénéfique. Le simple fait de donner à ce bassin versant un petit délai permet à une partie de cette eau de sortir de la rivière avant que d'autres n'arrivent. Je suis curieux à propos de vous parce que vous possédez Symbiose, c'est bien ça? Nous sommes une entreprise détenue par les travailleurs, donc j'en possède une part. Toute personne du secteur construction ou paysager peut s'intéresser à des pratiques plus durables et qui se demande « Comment puis-je me différencier ?» Il pourrait aider les gens à faire ce qu'ils souhaitent vraiment, mais qui restent sous-représentés. L'offre et la demande vous avantagent si vous débutez dans ce domaine. Ces fossés, cette symbiose créée au centre du Texas, fonctionnent de la même manière que les fossés que j'ai construits sur mon projet au milieu du désert de Chihuahua, dans l'extrême ouest du Texas. Si vous voulez voir un fossé recueillir une grande quantité d'eau en plein désert et améliorer la vie là-bas, regardez cette vidéo.